Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous le savons tous, particulièrement ici, dans ce pays et ailleurs, dans le monde, il n'y a jamais eu de progrès sociaux sans que les salariés s'en mêlent, sans qu'ils s'organisent et qu'ils décident collectivement d'être acteurs, décideurs de la construction de leur avenir. Bref, seule la lutte paye. C'est pourquoi notre émission d'aujourd'hui va s'inscrire dans la préparation d'un temps fort. Un temps fort que propose la Fédération de la métallurgie et en particulier une journée nationale d'action le 6 décembre avec une manifestation nationale à Paris, avenue de Wagram, devant le siège de l'UMM, les patrons de la métallurgie. Pour nous parler de cette bataille et de ce processus de mobilisation, nous avons 4 invités autour de la table. Aurélie Mahou, qui est membre de la direction fédérale. Bonjour Aurélie. En charge de l'activité revendicative de la fédération, mais surtout qui est membre permanente de la délégation qui va tous les 15 jours à l'UMM pour négocier depuis maintenant 3 ans ce nouveau dispositif conventionnel. Jérémy Brochard, bonjour. Qui est DC CGT Airbus Nantes et qui est membre de la direction de l'UFIT, l'Union fédérale des ingénieurs cadres techniciens, et qui nous parlera plus particulièrement de ce qui se passe à Airbus Nantes sur cette question. Boris Plazy, bien connu dans la fédération et aussi ailleurs. Naturellement. Bonjour Boris. Bonjour Alain. Membre du secrétariat de la fédération et membre du bureau confédéral, nouveau membre du bureau confédéral. Et enfin, Laurent Brun, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. Je ne te présente pas plus, tu es connu, largement connu au-delà des médias. Et j'ai envie de commencer par toi. En fait, cette émission, je viens de le dire, est consacrée à la bataille que nous menons, les métallos, pour nos garanties collectives, pour une convention collective nationale de haut niveau qu'on espère pour tous les métallos. Alors, qu'est-ce que fout un cheminot au milieu de tous ces métallos ? On se demande. En fait, on est concerné par le même type de négociation dans notre branche, puisque auparavant, dans le ferroviaire, il n'y avait que la SNCF et le statut des cheminots, donc nous n'avions pas de convention collective nationale. Depuis l'ouverture à la concurrence du fret en 2006 et encore plus avec la loi de 2018 qui, en théorie, devrait abolir le statut des cheminots, évidemment, il faut remplacer ça par le droit commun. Et donc, nous sommes en pleine phase de négociation de notre convention collective du domaine ferroviaire. Et du coup, dans les discussions qu'on a pu avoir entre camarades sur comment vous faites, où vous en êtes, est-ce que ça bloque, est-ce que ça bloque pas, comment ça se passe chez vous, on se rend compte qu'on a un patronat qui a exactement la même tactique qu'il peut l'avoir chez vous. D'abord de déconstruction des droits collectifs existants, puisque leur obsession absolue, c'est de ne surtout pas transposer ce qui existait dans le statut en matière de déroulement de carrière, de protection de l'emploi, de droit d'intervention des salariés, de protection sociale, y compris tout ça. Ils veulent absolument pas. Voilà, ils veulent absolument pas le transposer dans la convention collective. Et plus généralement, une espèce d'offensive sur, par exemple, en ce moment, on est sur la négociation des classifications de métiers, l'idée de ne plus reconnaître les métiers en tant que tels en fonction des qualifications ou des choses comme ça, mais d'être sur la possibilité d'assembler des blocs de compétences à la disposition des entreprises, donc la polyvalence maximum pour les salariés et une rémunération qui n'est pas du tout en regard de ces postes-là. Évidemment, plus aucune égalité entre les salariés, etc. etc. Et en fait, dans la discussion que j'ai pu avoir avec quelques camarades de la métallurgie, on se rend compte qu'on est attaqué exactement sur les mêmes sujets que vous pouvez l'être. Donc voilà, il y a une espèce de rapprochement naturel qui se fait. Et on se dit que probablement on gagnerait à échanger justement les propositions qu'on peut faire ou les choses comme ça. Aurélie, on a cette négociation sur le dispositif conventionnel est engagée maintenant depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, puisque c'était mars 2016. On ne va pas refaire la genèse de toute cette négociation, bien évidemment, d'autant plus que notre fédération communique beaucoup sur cette négociation avec différents médias. Est-ce que tu ne peux pas revenir quand même sur les enjeux de cette négociation et les enjeux de la bataille qu'on mène ? Oui, bien sûr. Donc, tu le disais, ça fait 3 ans qu'on négocie maintenant et on négocie absolument tous les droits des salariés de la métallurgie, qu'il s'agisse de temps de travail, de classification, de formation pro, d'égalité homme-femme, de rémunération, tout va y passer.
Et tout ça dans un cadre légal qui a quand même été beaucoup chamboulé à la fois par la loi travail et par les ordonnances Macron qui ont ouvert un boulevard au patronat et qui se sent pousser des ailes dans cette affaire. Donc là, l'enjeu est simple, soit on laisse le patronat nous imposer toutes les régressions sociales qu'il commence à coudre au fil des négociations, soit on continue à construire le rapport de force et à mobiliser les salariés de la métallurgie pour imposer notre projet de convention collective nationale de tous les métallos et convention collective nationale du XXIe siècle, donc de progrès social. Alors, dans ces enjeux, tu disais qu'un certain nombre presque tous les sujets qu'on a construits au fil des luttes dans la métallurgie et ailleurs sont sur la table de la négociation. Et il me semble qu'un des enjeux, c'est aussi pour une catégorie particulière, et en particulier les ingénieurs ECAD, qui, eux, ont déjà une convention collective nationale qui régit l'ensemble de ces droits. Alors, où en est-on sur cette question ? Est-ce que l'avenir de la convention collective nationale des ingénieurs ECAD est en danger ? Et comment la CGT se positionne par rapport à ça ? Alors, la question n'est pas en tant que telle le support des droits des ingénieurs ECAD, mais c'est bien les droits des ingénieurs ECAD qu'il nous faut protéger et conserver parce qu'ils ont une responsabilité particulière dans la production et ça nécessite de leur garantir des droits particuliers. Ils seront inscrits dans notre projet de convention collective nationale sur un chapitre particulier à ces catégories des ingénieurs ECAD, bien entendu. Jérémy, Aurélie, elle cadre bien les enjeux, c'est-à-dire soit la régression sociale, soit on est en capacité véritablement, d'une part, de maintenir le mieux-disant, comme tu disais, qu'on est concerné chez les cheminots, et en même temps gagner de nouveaux droits, ce qu'on appelle, nous, l'innovation sociale. Alors ça veut dire quand même que la négociation, elle touche, peut-être qu'Aurélie va y revenir tout à l'heure, très concrètement, on voit sur le dernier sujet qu'on est en train de négocier, la vie quotidienne des salariés et puis évidemment la vie de leur famille. Alors, j'ai tendance à dire, sans aucun doute, les salariés d'Airbus se sentent directement acteurs et décideurs de cette négociation et donc directement concernés, et donc ça bouillonne dans les boîtes, quoi. Ce n'est pas le cas parce que, on a commencé nous à informer, donc la négociation, comme tu l'as dit, a commencé en mars 2016 et on a commencé à informer, nous, début d'année 2017, où on a eu des difficultés de compréhension par les salariés. Du fait, dans un premier temps, qu'ils ne connaissaient pas leur convention collective, et dans un deuxième temps, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait deux conventions collectives. Une convention collective pour les ingénieurs ECAD et une convention collective autrement. On a déployé tout un plan d'action avec les délégués, un plan d'action qui s'est traduit par des AG d'études, des assemblées générales d'études, avec les négociateurs qui sont venus expliquer directement sur le site d'Airbus Nantes devant 200 personnes les impacts de la convention collective et ce que nous, on allait chercher comme progrès social dans cette convention collective. Donc voilà ce qu'on a déployé. On a déployé aussi un gros travail sur le terrain à aller informer individuellement chacun des salariés sur les impacts de la convention collective et sur nos propositions. Donc voilà ce qu'on a pu faire sur le site d'Airbus Nantes. Aujourd'hui, on commence à avoir une prise de conscience des salariés sur la question de la convention collective. Sur la question, je disais à Jérémy, le dernier thème qu'on vient d'aborder là est un thème important. Bon. Est-ce que tu peux revenir sur les sujets sur lesquels on est en train de négocier, ce thème qu'on appelle relations individuelles, et en même temps nous dire, est-ce qu'on avance ? Est-ce que l'activité de la CGT, le fait qu'on informe dans les territoires, le fait que dans les entreprises, comme le dit Jérémy, on essaye que les salariés prennent en compte cette négociation, est-ce que tu sens, toi, dans la négociation, que d'une part, on fait reculer l'UMM, mais aussi comment se comportent les autres organisations syndicales qui sont autour de la table avec nous dans cette négociation ? Alors effectivement, le thème sur la table, c'est les droits au quotidien des salariés. C'est dès l'embauche au contrat de travail, ça parle de la durée de la période d'essai, ça va jusqu'à la rupture du contrat de travail, quelle sera mon indemnité si je suis licencié, quand je vais partir en retraite, quels sont mes droits à congé quand mon enfant est malade, quels sont mes droits à congé parce que j'ai un certain nombre d'années d'ancienneté, etc. Enfin, c'est ce qu'on vit au quotidien dans nos entreprises. Et c'est particulièrement le sujet qui peut nous permettre de sensibiliser les salariés puisque ça leur parle directement. Et d'ailleurs, on a bien senti dans la dernière réunion de négociation que la mobilisation que la CGT a lancée avec les vendredis de l'action, à chaque vendredi de négo, on a bien senti que l'UMM
devait un peu, je dirais pas reculer, mais était un peu déstabilisé, à la fois parce que notre mobilisation commence à se faire sentir dans les territoires, mais aussi parce qu'on a travaillé cette fois-ci en intersyndical avec l'ensemble des organisations syndicales qui sont représentatives dans la métallurgie, et on a avancé de manière commune sur ces sujets de congés, enfin, des droits du quotidien. Est-ce qu'il nous manque un peu quelque chose si on veut avancer plus loin? Ah oui, il y a encore un peu de grain à moudre, je pense, notamment sur l'innovation sociale. Typiquement, c'est les sujets sur lesquels l'UMM, le patronat, pourrait faire l'effort de proposer des garanties innovantes qui répondent aux besoins des salariés en ce 21e siècle. Sachant que l'UMM a dit d'entrée de jeu que la négociation, elle se passait au maximum à l'isocoup de ce qu'il y a aujourd'hui. Et on peut dire qu'au moment où on parle, on est plutôt dans le moindre coût pour le patronat, et que pour l'instant, les salariés, enfin, de ce qu'on en sait, sur classification, tu en parlais Laurent, sur la question du temps de travail, on est plutôt dans le moins-disant social que dans le mieux-disant social, et donc on a besoin d'un peu plus de rapport de force si on veut véritablement, d'une part, que les autres organisations syndicales bougent, et surtout que l'UMM soit obligé de reculer sur ses prétentions. Si je peux me permettre là-dessus, il y a une tactique patronale aussi qui est faite pour empêcher la prise de conscience des salariés, c'est qu'on nous dit, parce que nous c'est exactement le discours qui nous a été tenu, mais vous inquiétez pas de ce qu'il y a dans la CCN, puisque de toute façon il y a des accords d'entreprise. Et que donc, peu importe ce qu'on écrit pour les autres entreprises, vous êtes protégés. Nous, on nous a fait le coup en 2018 sur le temps de travail, en nous disant, vous inquiétez pas, la CCN ferroviaire, elle est catastrophique sur l'organisation du temps de travail, la réduction du temps de travail, la flexibilité et compagnie, mais vous inquiétez pas parce qu'il y a l'accord d'entreprise SNCF. Et puis un an après, on nous dit, oui, mais vous vous rendez bien compte que compétitivité, quoi. Et on n'est pas trop compétitif avec notre accord d'entreprise. Donc il va falloir revoir l'accord d'entreprise. Et évidemment, sur quoi on se cale sur l'accord pour voir comment il faut adapter l'accord d'entreprise. Vous voyez, le delta avec la CCN, il est trop important. Donc en fait, je pense qu'il faut faire comprendre aux salariés aussi qu'il y a une tactique peut-être à double lame du patronat, mais que ce qui se joue sur les fondations de la maison, ça a un impact aussi sur la toiture, et qu'on ne conservera pas la toiture si on n'a pas les fondations. Ouais. Boris, on aborde la question centrale de l'émission, notamment sur la question du rapport de force. Alors on voit depuis des années et des années la CGT se bat contre, et notamment contre la régression sociale sur madame du sujet. Le sujet de la retraite, on le voit aujourd'hui, est largement une préoccupation essentielle des salariés. Mais dans ce combat qu'on mène sur garantie collective, bien sûr, on est contre la régression sociale telle que nous le promet l'UMM, mais en même temps, on est pour quelque chose. Ouais. Oui, parce qu'à la CGT, on pense que ce qui est peut-être plus mobilisateur, c'est se battre pour obtenir quelque chose. Là, typiquement, on est projet contre projet. On a le projet de l'UMM qui consiste à casser les droits individuels et collectifs des travailleurs, casser les repères collectifs. Par exemple, ce que disait très bien Laurent sur la question des qualifications, leur volonté a été toujours de casser la référence au diplôme, au titre, à l'expérience professionnelle pour payer, pour qualifier le poste. Donc on éclate les repères collectifs. Sur le temps de travail, ça a été un objectif idem, casser les 35 heures, revanchard. On a un patronat revanchard. Ils n'ont jamais accepté les 35 heures. Donc in fine, qu'est-ce qu'ils font? Ils gonflent le volume d'heures supplémentaires. Ils gonflent le forfait pour les ingénieurs et les cadres, ils éclatent complètement les 35 heures, etc. Et donc, sur toute une liste comme ça, ils sont sur l'éclatement des repères collectifs individuels des travailleurs. Et nous, au contraire, voilà, on veut se battre contre les projets régressifs de l'UMM, mais on veut se battre aussi pour des nouveaux droits, des garanties collectives de haut niveau, des garanties collectives qui permettent justement à gagner de l'attractivité pour nos métiers. Tous ces jeunes qui vont rentrer dans les entreprises de la métallurgie. Si on veut gagner de l'attractivité, notamment chez les jeunes ingénieurs, cadres, techniciens, il va falloir leur proposer des garanties collectives, individuelles, de haut niveau, avec reconnaissance des diplômes. Parce que c'est ça aussi, demander à tous les jeunes de faire des études, eh bien si c'est pour qu'ils soient payés au SMIC ou à peine au-dessus, ça ne vaut pas le coup. Donc il faut aussi un déroulement de carrière, il faut savoir motiver, encourager. Donc la CGT, oui effectivement, nous on porte des alternatives de progrès, des alternatives qui permettent de reconnaître les diplômes et les qualifications, des alternatives qui permettent de s'émanciper aussi, y compris au travail, avec une réduction du temps de travail qui permet de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, les loisirs, etc. Excuse-moi, par exemple, on pourrait
on pourrait, notamment sur le dernier thème qui est sur la table de négociation, parler du sujet de la paternité, par exemple, où il y a une vraie question qui nous est posée, où l'UMM n'en finit pas, ne tarit pas de nous parler de l'embauche des jeunes et que les jeunes ont d'autres aspirations que les plus anciens, sauf que quand on pose la question des congés pour enfants malades, sauf que quand on pose la question de la parentalité, notamment d'un congé de paternité digne de ce nom, comme en Espagne ou ailleurs, on nous dit non, pas touche au Grisby. La question, c'est la rentabilité, ce que tu disais, Laurent, la question, évidemment, du coût du capital qui est derrière, quoi. Alors, peut-être que ça serait intéressant que tu développes un peu plus sur la question de pourquoi nous, on se bat alors qu'on a déjà des accords nationaux. On a une convention collective nationale des ingénieurs et cadres, on a une convention collective de la sidérurgie. Pourquoi nous, on veut porter une convention collective nationale de haut niveau, bien sûr? Justement, c'est très bien expliqué. C'est-à-dire qu'on a des conventions collectives nationales, on a des accords nationaux, mais on a aussi des conventions collectives territoriales, avec leurs disparités territoriales, historiques, géographiques, etc. L'ambition de la Fédération de la métallurgie, c'est justement d'unifier tous ces droits. Qu'on soit métallo à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Paris, à Lille, etc., on est un métallo ou une métallote. Donc un statut commun, un statut qui nous rassemble, qui nous unifie. Et donc c'est pour ça que nous, très rapidement, la CGT Métallurgie, on a proposé une convention collective de haut niveau qui permet d'unifier et d'éviter cette mise en concurrence des travailleurs. Parce que c'est ça en réalité. Donc en fait, on veut un statut des métallos comme les cheminots ont un statut des cheminots. Exactement. On milite à la CGT Métallurgie pour un statut. Et y compris... on peut même militer à la CGT Métallurgie pour un régime spécial de retraite. Nous, on veut faire reconnaître les travaux pénibles. On veut que les métallos qui ont travaillé pendant plusieurs années dans des mauvaises conditions de travail, dans les travaux pénibles, puissent pouvoir partir plus tôt à la retraite, parce qu'on sait que leur espérance de vie, elle est moindre que les autres. Oui, on veut qu'ils puissent partir peut-être avant 60 ans, à 55 ans, etc. Donc oui, nous, ça ne nous fait pas peur de dire qu'on veut un statut de haut niveau, et y compris, pourquoi pas, un régime spécial sur la question des retraites. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, on pense, c'est ambitieux, mais d'unifier les métallos, et aussi pour les faire battre ensemble, quel que soit l'endroit où on travaille, quelle que soit la catégorie dans laquelle on travaille, qu'on puisse agir ensemble, lutter ensemble et gagner ensemble. Alors Aurélie, je l'ai dit d'entrée de jeu, seule la lutte paye. Donc la question qui nous est posée, on le voit bien, Jérémy disait que c'est pas si simple que ça, que les salariés véritablement soient acteurs, décideurs de cette négociation, s'approprient leur propre convention collective et puis luttent pour de nouveaux droits. Alors, bon, la Fédération propose un processus de mobilisation. Qu'en est-il exactement ? Alors, notre Conseil national de juin dernier a décidé d'utiliser chaque vendredi de négociation, donc un vendredi tous les 15 jours, tu le disais tout à l'heure, pour informer, sensibiliser et mobiliser les salariés de la métallurgie dans tous les territoires. Donc la Fédération met à disposition des camarades un tract qui traite de la négo en cours ce vendredi-là. Donc grève tous les vendredis, c'est ça que tu me dis là ? Grève si on est en capacité de faire grève, journée d'études si on considère qu'une journée d'études c'est le bon moyen, assemblée générale des salariés, diffusion de tracts dans les entreprises où on n'est pas organisé, donc déploiement CGT en plus. Bref, tous les moyens sont bons pour sensibiliser et continuer de mobiliser les salariés là-dessus, pour le 6 décembre. Et donc avec un temps fort, je dis, le 6 décembre, et comment on le voit ce 6 décembre ? Le 6 décembre, on le voit énorme. Au moins 10 000 métallos devant l'UMM à Paris. Et ça ne sera pas l'acte final, ce n'est qu'une étape pour continuer à imposer, à essayer d'obtenir cette convention collective nationale, évidemment. Alors, bon, j'ai envie de te titiller un peu là, Boris, parce que, bon, moi j'entends les petites musiques, le 17 un tel pour les cheminots, l'énergie machin, etc., etc. Et puis... notre émission, là, elle est à la veille d'une grande journée d'action le 24 septembre. Et on sait que dans la tête des salariés, on en a parlé assez souvent, la question des retraites, elle est plantée, quoi. Est-ce que tu ne crois pas que c'est préjudiciable de poursuivre plusieurs lièvres à la fois ? Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de se concentrer sur un sujet précis, par exemple la retraite ? Et puis, bon, vaille que vaille, on verra après pour les statuts des métallos, et puis pourquoi pas pour le statut des cheminots. Comment tu vois un peu les choses là ? Alors, moi, je pense que le processus revendicatif, tel qu'il est aujourd'hui discuté, défini dans la CGT, il est justement de nature à éviter qu'on mette en concurrence ou en opposition les journées d'action à la fois dans les professions et celles qui sont interprofessionnelles.
l'action professionnelle, telle que nous on la conçoit, elle est justement de manière à pouvoir peser dans les négociations qui ont lieu dans la profession. On a besoin de temps forts, d'action professionnelle pour montrer au patronat de la métallurgie, à la fois avenue de Wagram à Paris, mais aussi dans les territoires et dans les entreprises, que notre convention collective nationale, on va se battre pied à pied pour la gagner. Et donc on a besoin d'actions revendicatives dans la profession, mais on pense aussi que dans les autres champs professionnels, dans les autres professions, les fédérations CGT, elles ont aussi cet objectif. Il me semble que c'est le rôle d'une fédération de faire converger les luttes, les aspirations, les revendications à l'échelle d'une profession. On est une confédération. Alors on a, nous, ce rôle-là de défendre l'intérêt général. Et par moment, et parce que là, la situation sociale et environnementale du pays l'exige, on a besoin d'avoir des journées d'action interprofessionnelles pour à la fois faire converger les luttes des cheminots, des métallos, des électriciens, du personnel de santé, etc. On a besoin donc de faire converger dans des journées d'action interprofessionnelles en territoire, etc. Et c'est l'objectif du 24 septembre, de demain. Voilà. Donc il faut conjuguer ces temps forts professionnels et interprofessionnels. Et la CGT, en tout cas, elle essaye d'y travailler. C'est pas facile. Puisque je titillais Boris, je reviens vers toi, Laurent. Est-ce que, il y a cette question de la multiplicité des dettes et puis aussi une grande question sur la convergence des luttes. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on a des points communs, et notamment sur la bataille, sur les garanties collectives et sur la question du statut. Tout en respectant les spécificités dont vient apporter Boris, là, cette idée que rien ne se retranche et tout s'ajoute en fait dans la lutte. Est-ce qu'on peut penser qu'on va battre le pavé des luttes ensemble ? Est-ce que, pourquoi pas, le 6 décembre, on pourrait avoir des cortèges qui convergent sur les questions de la garantie collective ? C'est vrai pour d'autres professions, mais en particulier avec les cheminots. Je crois qu'entre militants de la CGT, il n'y a aucun problème pour décider d'actions en commun. Après, notre difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre aux salariés, pour ensuite, y compris, faire comprendre aux autres organisations syndicales, qu'on a besoin d'avoir des actions communes. Bon. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se dessinent quand même. On est tous touchés par les questions de retraite. On est tous touchés par les questions de suppression d'emplois, parce que je crois qu'il n'y a pas une seule branche qui n'est pas concernée. Les négociations salariales, je ne connais pas beaucoup d'entreprises où c'est, on va dire, l'apothéose. Les protections collectives, que ce soit les statuts de la fonction publique, statut des cheminots, les conventions collectives ou les choses comme ça, elles sont attaquées. Donc effectivement, on peut se dire vraiment, il faut que les salariés prennent conscience qu'on a besoin de se battre ensemble. Alors après, il reste une barrière, c'est qu'il y a beaucoup de travail du patronat sur ne faites pas confiance à tout ce qui dépasse votre échelon local. Vous devez vous-même immédiatement maîtriser ce qui se fait. Donc on mobilise énormément sur les actions locales. Et même dans une branche, dès qu'on passe à l'échelle régionale ou nationale, c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc ça fait partie des débats qu'on a dans nos instances de direction et dans nos syndicats, avec les plans de visite de syndicats, les choses comme ça. Enfin, tout ça est destiné à ça. Comment on fait pour se battre ensemble ? Voilà. Et après, moi, je note les mêmes... non seulement les mêmes attaques, mais les mêmes aspirations, parce que les droits nouveaux dont tu parlais, nous, il y a un truc qui a absolument fait tomber le patronat de la chaise, c'est quand on a dit on veut la sécurité de l'emploi pour tout le monde dans la branche. Puisque dans le statut des cheminots, il n'y a pas la sécurité de l'emploi en tant que telle. En fait, c'est une déformation verbale. Il y a l'interdiction des licenciements économiques. C'est-à-dire qu'on peut être licencié pour faute, on peut être pour maladie, etc. Mais interdiction de licenciement économique au sens où, puisqu'on était une entreprise d'État, grande entreprise nationale centralisée, quand on supprime un emploi à un endroit, de toute façon, il y a toujours un endroit où on peut être reclassé. Et le débat qu'on mène avec le patronat, c'est de dire, mais ça, c'est valable dans la branche aussi. C'est-à-dire que quand vous avez l'entreprise privée ECR qui supprime 300 conducteurs parce qu'elle réduit sa voilure, etc., on supprime 300 conducteurs. Mais dans la branche, il y a 5, 6, 7, 8 000 départs en retraite dans l'année. Ces 300-là, ils peuvent parfaitement être reclassés dans les entreprises d'à côté. Il faut inventer des dispositifs. Et c'est pour ça qu'on récupère les orientations confédérales sur nouveau statut de travail salarié ou des choses comme ça, sécurité professionnelle, sécurité sociale professionnelle, pour essayer de voir comment on peut inventer un mécanisme dans la branche. Et je trouve que quand on va voir les salariés du privé en disant qui sont pour l'instant encore que des petites boîtes, les concurrents de la SNCF, c'est des petites entreprises, même si elles sont filiales parfois de grands groupes, ils savent qu'ils ont un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Voilà, si t'es pas sage, tu dégages. Puis si on perd le marché, tu dégages. Bon, enfin, en gros, à un moment donné ou à un autre, ça t'arrivera que tu dégages. Quand on va leur dire, mais est-ce qu'on peut pas penser les relations de travail un peu différemment, ça change le débat. On n'est plus sur les cheminots qui défendent leurs incroyables et honteux privilèges. On est sur si on vivait dans une société un peu moins violente dans l'entreprise, ce serait vachement mieux. Et c'est exactement ce que disait Boris sur les propositions que vous pouvez faire, vous, dans la CCN. Donc moi, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à dire. Non seulement on a les attaques communes, mais en plus, on a des propositions qui peuvent se recouper aussi. Mais... La régie me fait signe qu'il y a une question dans le public. Bon, Gilles Pont, je suis délégué syndical, je suis membre de la CE fédérale aussi. J'ai une question déjà aux copains donc du ferroviaire. Le 6 décembre, il y a des territoires qui sont assez éloignés de Paris. Et donc, déjà, première question, c'est est-ce que nos copains ils vont pouvoir nous aider à monter à Paris ? Parce que effectivement, c'est pas toujours évident quand on vient du sud de Toulouse. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, en fait, et je rejoins Jérémy là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit que les copains, les délégués, les élus, ils sont le nez dans le guidon et ils n'ont pas forcément une très très bonne connaissance de ce sujet, surtout que, comme vous le disiez, ça dure depuis 3 ans. Et donc c'est vrai que les gars, ils savent plus où ils en sont, ils savent plus où ça en est. Et c'est vrai que je pense que c'est plus que nécessaire qu'on ait des informations qui soient le plus accessibles et vulgarisantes vis-à-vis déjà des élus, pour que derrière ça puisse se propager vers les salariés de la métallurgie. Voilà, merci. Merci. Laurent, sur est-ce que les cheminots vont nous aider ? Peut-on aider sur la manif En fait, le problème, c'est le système ferroviaire tel qu'il est monté. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un interlocuteur qui réglait tout. Maintenant, il y a 50 interlocuteurs dans l'entreprise qu'il faut tous aligner pour obtenir des moyens supplémentaires ou des réductions ou des choses comme ça. Donc, c'est devenu incroyablement plus compliqué. Ça ne nous empêche pas de pouvoir, ne serait-ce déjà, par contre, que vous aider pour voir que vous ne vous fassiez pas, on va dire, arnaquer par les commerciaux groupes ou des choses comme ça, et que tout ce qui est possible soit fait. Donc ça, on peut regarder sur est-ce que la direction met les moyens qu'il faut pour qu'il y ait des renforcements de trains, par exemple. Et quand on dit qu'on renforce un train, ça coûte monstrueusement cher, nous, on peut ramener un peu en disant non, c'est pas tout à fait la réalité. Donc ça, on donnera tout l'aide qu'on peut. Après, malheureusement, c'est pas le socialisme, c'est pas nous qui gérons l'entreprise. Donc, on fera tout ce qu'on peut faire. Voilà. Tu veux dire un mot ? Oui, juste pour répondre sur la difficulté aux salariés de prendre en compte tout ce qui s'est passé sur la convention collective. Je sais qu'on a mis un plan de communication au sein du collectif des délégués, où on a mis un espace sur le site de la CGT Airbus Nantes avec un espace spécial dédicacé à la convention collective, avec tout ce qui s'est passé depuis le début. Et puis on a aussi créé une chaîne YouTube où on parle du paiement au poste et de la convention collective, du début des négociations sur la convention collective, des petites vidéos qui sont assez sympathiques, assez accessibles, et il ne faut pas hésiter à s'en servir pour communiquer dans les syndicats. Oui, je voudrais compléter. Gilles parlait de la difficulté de nos délégués à savoir où on en est. Je ne peux que l'inviter à participer la semaine prochaine aux assises de la Convention collective nationale. Alors à Montreuil, pas à Pamiers, mais c'est un moment où on va faire le point complètement de ce qui a été négocié, de ce qui reste et des enjeux. Donc Gilles, tu es le bienvenu la semaine prochaine. Il pose des bonnes questions, Gilles. Ouais. Notre émission touche à sa fin. Je rappelle, comme le faisait Aurélie tout de suite, que nous tenons les assises de la convention collective le 1er octobre. Donc Gilles peut s'inscrire. S'il n'a pas encore fait, ça serait un peu dommage. Dans ce processus de mobilisation, donc il y a de différentes initiatives. Les vendredis de lutte, le 6 décembre, je vais y revenir, et en particulier pour permettre et répondre à la question de Gilles sur comment convaincre les salariés. On va sortir un journal de 24 pages spécifique à la convention collective, à la négociation, mais aussi aux propositions de la CGT. Et enfin, je disais que la lutte paye, mais aussi il faut payer la lutte, et c'est pour ça que la fédération lance une grande tombola avec un objectif
d'un carnet par adhérent, un minimum. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir financer l'ensemble de la communication et surtout la montée à Paris pour le 6 décembre. Merci à tous, merci au public chaleureux, merci à l'ensemble de nos invités. Je remercie Couverture Image qui, comme à chaque fois, réalise cette émission. Bon courage, à bientôt sur le pavé des luttes.